Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter 24 heures sur 24 sur ici-et-maintenant.com, sur les applications radio pour smartphone également sur le canal 9A de la RNT. On se retrouve ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité comme tous les jours à partir de 17h30 et ce soir j'ai le plaisir d'être en compagnie de Katou, la chamane, vous allez la connaître tout au long de cette émission. Bonsoir Katou, vous êtes chamane, guérisseuse et passeuse d'âme. Merci d'être avec nous sur Radio Ici et Maintenant, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci Morgane. Merci. Et joyeux anniversaire aussi. Oui, en plus. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Tout à fait, oui. Alors, pour commencer, je pense que ce sera intéressant pour nos auditeurs d'en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous, Katou ? Eh bien, écoutez, je m'appelle Katou, ça c'est pas un secret. Je suis née en France et je suis d'origine mongole, kalmouk, par mon arrière-grand-père maternel. Et mon arrière-grand-père maternel a quitté la Kalmoukie, qui est un pays qui fait partie de la Mongolie, mais qui est complètement excentré par rapport à la Mongolie et qui se trouve à l'ouest de celle-ci. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes, vous savez, on poursuivait les chamans, les gens, etc., qui étaient dans la spiritualité. Et il s'est réfugié en Pologne, en fait. Et quand il est arrivé en Pologne, il ne parlait pas le polonais, il parlait que le mongol, le kalmouk. Et il s'est présenté à la frontière en disant, voilà, kalmouk, et donc son nom... c'est inscrit comme ça sur les registres à l'époque, alors qu'on a un nom de famille qui a disparu suite à ça. Il a épousé, il a grandi là-bas, il a épousé une Polonaise, il a eu mon grand-père et ses sœurs. Et en 29, quand il y a eu la crise dans le mondial, vous savez, avec ce crash financier, il est parti mon grand-père est parti de Pologne, il avait 16 ans, il est arrivé en France avec ses sœurs, et il s'est installé dans le nord de la France. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes dans le nord de la France qui font partie ou pas de ma famille, mais qui s'appellent kalmouk aussi, qui ont le même nom de famille. Voilà un petit peu mon histoire. Donc ensuite, mon grand-père a eu des enfants, ma mère, ses frères et sœurs, et puis je suis arrivée. Voilà. Donc ma mère a épousé un Normand, breton, et voyez-vous, du côté de mon papa aussi, de mon père, on est magnétiseur, et du côté de maman, de ma mère, eh bien on est mongol, voilà, tout simplement, mais c'est assez loin, donc on a perdu un peu les couleurs. C'est vrai que il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas vraiment dans notre couleur de cheveux et de peau, mais le sang est là et le sang parle. Voilà un petit peu mon parcours. Eh bien, vous êtes arrivé en plus en 15 novembre, et donc, comme je l'ai dit, c'est votre anniversaire. Alors, ce soir, nous allons parler du chamanisme, un terme qu'on entend de plus en plus en ce moment, mais dont on ne connaît pas forcément la signification. Peut-être que vous pouvez justement nous en dire plus sur le chamanisme. Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, il y a beaucoup de traditions dans le chamanisme. Il n'y en a pas qu'une. Il y a beaucoup de... Vous avez les Amérindiens, vous avez les Mongols, vous avez les Africains, vous avez les Asiatiques, vous avez... chaque continent a ses chamans, on va dire même chaque village, en Amazonie, au Brésil, etc. Chacun a ses spécialités. Certains vont travailler avec les plantes, d'autres avec l'ayahuasca, d'autres avec... qui est une plante, l'ayahuasca d'ailleurs. D'autres avec simplement le voyage, sans aucune substance, c'est ce que je pratique personnellement. Ensuite, le chaman, lui, travaille avec ses esprits en collaboration. Donc le but, c'est d'aller se connecter avec ce qui se passe, qu'il y a derrière le miroir, comme on dit, et d'aller chercher l'énergie de ces esprits pour nous aider à résoudre des problèmes, pour nous aider à soigner des gens. Est-ce qu'on peut considérer le chamanisme comme une religion ? Non. Enfin, si vous allez en Sibérie, on vous dira oui.
pour moi, non, c'est pas une religion, c'est vraiment une pratique spirituelle qui a pour but vraiment d'aider. Mais il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règles en général. Si vous voulez, on suit la bienveillance, l'entraide, des choses comme ça, des principes de vie qui sont extrêmement importants. Mais il n'y a pas de temple. Voyez-vous, ça se fait dans la nature, quand on peut le faire dans la nature. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parfois, parce que bon, tout le monde ne vit pas dans la nature. Moi, j'ai la chance de vivre en Auvergne, sur une demi-montagne, à 850 mètres d'altitude, donc je suis dans la nature, mais c'est vrai que on peut aussi pratiquer le chamanisme en ville, ça se fait aussi, oui, ça pose pas de problème, puisque on part du principe que l'énergie se trouve partout, donc on l'utilise là où elle est. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez nous éclaircir un petit peu les idées par rapport à la différence entre la religion et la spiritualité. Oui, c'est juste que la religion, on passe par des hommes, des humains, pour atteindre le divin, pour communiquer avec lui. On nous dit qu'on doit absolument passer par ces hommes-là ou ces femmes-là, alors que la spiritualité, c'est une relation directe avec le divin, la source, qu'on peut appeler Dieu, qu'on appelle le Père-Mère, moi je l'appelle mon Père Céleste, chacun utilise le terme qui lui convient. Eh bien, merci pour ce rappel, cette explication, puisque c'est vrai que pas mal de personnes ne font pas vraiment la différence entre religion et spiritualité. Donc, vous nous parliez d'esprits. Qui sont les esprits? Où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations sur ces fameux esprits? Oui, bien sûr. Alors, les esprits, ce qu'on appelle les esprits, ce sont des énergies que l'on trouve partout. Ça peut être dans la nature, avec les petits esprits de la nature, les elfes, les lutins, les dogmes, les gnomes, l'esprit des arbres, parce qu'on considère en chamanisme que tout est conscience. Et une plante est un être vivant, une pierre est un être vivant, il n'a pas les mêmes vibrations que nous, il n'a pas la même conscience que nous, ils ont des consciences collectives, nous avons des consciences uniques, c'est en cela que nous sommes identiques à notre divin, et les esprits, eux, sont, on va dire, de l'autre côté du miroir, on ne peut pas les voir forcément, les apercevoir si on n'a pas déjà une vision différente, en fait, et c'est ce que les chamans doivent acquérir tout au long de leur vie. Ils doivent arriver à passer par la vision à travers le voile pour aller justement rencontrer tous ces esprits qui sont des esprits de l'amour. Il y a que de l'amour dans la nature, il y a que des belles choses. La preuve, c'est que la nature est là pour nous aider, nous guérir. Donc tout est beau et tout est magique dans la nature. Donc le chaman, lui, va essayer d'aller se connecter avec ces esprits-là. Entre autres, il n'y a pas que, il y a aussi les esprits des animaux. Les animaux de pouvoir, ce que certains appellent les animaux totems, mais en fait qui sont des animaux de pouvoir, puisque ce sont des esprits qui ont le pouvoir de nous aider et de nous accompagner toujours, tout le temps, à tout moment, à chaque instant de notre vie. Ils sont à l'intérieur de nous aussi. Ils font partie de nous. Comme je dis toujours, ce sont certainement les animaux que nous avons été lors de nos incarnations, puisqu'en chamanisme, bien sûr, le chaman croit dans la réincarnation, et pas que la réincarnation humaine. Il y a création et évolution dans l'incarnation. Je dirais plutôt qu'on commence quand on arrive, quand on est créé en fait, on vit dans le règne minéral, on expérimente toutes les pierres, toutes les formes de roches, etc. Ensuite, quand on a vécu toute l'expérience dans son entier, on se réincarne dans les végétaux, les arbres, les fleurs, le brin d'herbe, etc. Donc c'est en cela qu'on s'aperçoit que toute la nature est consciente, la conscience est partout.
Et ensuite, quand on a expérimenté tous les côtés de la végétation, on va dire, du règne végétal, eh bien, on se réincarne en humain. Et on expérimente énormément de vie humaine pour évoluer. Le but, c'est d'évoluer. C'est quelque chose qui fait partie de nous. On s'incarne pour ça et on n'en est pas toujours conscient, voilà, tout simplement. Mais c'est une croyance. Mais ces temps-ci, les gens s'intéressent de plus en plus au fait, à l'importance de cette évolution. Est-ce que vous êtes d'accord ? L'intérêt est plus important de nos jours, selon vous, comparé à il y a peut-être quelques années ? Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui se fait et c'est merveilleux, c'est l'éveil des consciences actuellement. L'éveil des consciences se fait parce que il est vrai qu'on est des enfants gâtés, on nous a donné un trésor. On est sur un vaisseau spatial extraordinaire qui est dans l'univers, qui voyage. On ne sait pas où on va, mais on va avec lui, on l'accompagne, il nous supporte, il nous porte, il nous nourrit. Et malheureusement, on lui fait beaucoup de mal. Donc, il est bien que des personnes s'aperçoivent de cela et grâce à cela, élèvent leur conscience pour changer les choses et respecter la nature, respecter son être, respecter l'humain aussi, c'est très important. Et c'est vrai que ce phénomène est arrivé progressivement et s'est accéléré énormément. Et c'est formidable parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle et il faut en parler. Il faut en parler parce qu'on ne peut pas vivre indéfiniment uniquement dans le matérialisme sans le respect de ce qui nous entoure, de qui l'on est et où l'on va et pourquoi on est là. Donc c'est une histoire, c'est une aventure, c'est une connexion. Et je pense personnellement, ce que je dis n'engage que moi bien sûr, mais je pense que chaque individu doit prendre conscience de l'importance de toutes ces choses parce que quand on aura, comme disent les Amérindiens, quand on aura coupé tous les arbres, mangé tous les poissons, et puis qu'est-ce qu'on va faire et manger tous les animaux, on fera quoi après ? Donc qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc c'est la question vraiment que l'on doit se poser en ce moment et qui est vraiment essentielle parce qu'on arrive à un point de non-retour sinon, et qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc si on a un peu de respect et d'amour pour soi-même, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et je pense qu'il y a eu aussi l'univers, on l'appelle Dieu, l'univers comme on veut, chacun a son expression. Je pense qu'il a mis à des points stratégiques des personnes bien précises qui ont su en parler et qui ont su tirer un signal d'alarme. Et ça, c'est une chose qui est merveilleuse. Parce que ça va, et je l'espère, cette prise de conscience va nous permettre de renverser la vapeur. Parce qu'il va falloir que ça s'arrête. On ne peut pas indéfiniment couper la forêt amazonienne, on ne peut pas vider les mers de leurs poissons, on ne peut pas tuer tous les animaux tout le temps et se dire que tout va bien. C'est pas possible. Absolument, et bien c'est vrai que j'en ai presque les larmes aux yeux en y pensant, mais j'espère que petit à petit on arrive à prendre conscience de l'importance de toutes ces choses qui nous entourent. Nous sommes sur Radio Ici et Maintenant, c'est le magazine Santé et Spiritualité et on est en compagnie de Katou, chamane, guérisseuse et passeuse d'âme. Alors justement, puisqu'on a parlé du chamanisme, vous nous avez expliqué ce que c'était. Pouvez-vous à présent nous dire qu'est-ce que c'est qu'être chamane ? Comment on le devient ? Comment est-ce que vous êtes devenu chamane, Katou ? C'est une longue histoire parce que c'est pas une histoire qui a commencé dans une seule vie, celle-ci. J'ai été chamane dans de nombreuses vies. Chez les Mongols, chez les Amérindiens, en Afrique, sur plein de continents. Donc j'ai certainement accumulé beaucoup d'expériences, beaucoup de choses en moi, beaucoup de dons qui m'ont permis dans cette vie de pouvoir continuer mon chemin dans ce sens-là. Un chaman, c'est quelqu'un c'est un guérisseur d'abord.
Ça, il faut quand même le savoir et le comprendre. C'est important parce que beaucoup de gens diabolisent ce mot-là et nous ne sommes pas des personnes méchantes, nous sommes des guérisseurs. Le chaman, c'est le guérisseur, le médecin de la tribu. On vient le voir parce qu'on est malade, on vient le voir parce qu'on a un souci, un problème qu'on ne peut pas résoudre soi-même. Il est psychologue, il aide de plein de façons. Et il a accès, comme je vous disais tout à l'heure, aux choses, aux esprits qui sont de l'autre côté du miroir. Donc il collabore avec eux, il les consulte, il est voyant, il canalise, il va vraiment chercher toutes les solutions possibles pour aider les personnes de son village. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important dans sa tribu. Ensuite, le chaman communique aussi avec les hiérarchies célestes, c'est-à-dire il y a 3 mondes principaux dans le chamanisme. Le monde d'en bas dans lequel il y a les animaux de pouvoir, il y a le monde du milieu qui est le nôtre, celui des âmes errantes, donc des âmes qui ne sont pas passées dans la lumière. Vivent aussi les petits esprits de la nature, et vous avez aussi le monde d'en haut dans lequel il y a toutes les hiérarchies, c'est-à-dire tous les dieux et les déesses de la nature. Vous avez les anges, les archanges, tous les avatars, bien sûr, tous les êtres de lumière qui sont descendus, qui se sont incarnés sur la terre à différentes périodes et qui sont remontés vers la source et qui sont toujours présentes d'ailleurs, et on peut en citer beaucoup. Et bien sûr, la source elle-même. Donc, voyez-vous, il y a des niveaux très différents. Et le chaman, lui, va aller consulter tous ces niveaux-là avant de donner sa réponse pour trouver la meilleure solution pour la personne. Est-ce qu'on pourrait dire que le chaman, aujourd'hui, c'est le psy du 21e siècle ? Oui, son rôle aussi, c'est ça, bien sûr. Encore faut-il savoir bien le faire. Et comment est-ce qu'on devient chaman ? Alors, tout le monde ne peut pas être chaman. Il faut pas croire ça parce que c'est pas exact. Il y a des prédispositions, il y a des dons, il y a des convictions, il y a beaucoup de choses qui va déterminer un chaman. Et un chaman, c'est un être qui meurt et qui renaît souvent et qui est mort peut-être plusieurs fois. Alors d'une façon psychologique, on va dire, pas forcément physique, mais qui est allé au fond des choses et qui est remonté comme le phénix, vous savez, il renaît de ses cendres. Un chaman, c'est quelqu'un qui a souvent eu des expériences difficiles dans sa vie, ça n'a pas été facile pour lui. Donc, il connaît la souffrance, il connaît l'expérience, donc il peut en parler. C'est aussi ce qui détermine un vrai chaman. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on se présente de ne pas être dans l'ego parce qu'on ne sait jamais qui on a en face de soi. Et comme vous disiez tout à l'heure, Morgane, être chaman aujourd'hui, c'est un mot à la mode. Tout le monde l'utilise sans vraiment prendre conscience de ce qu'est vraiment un chaman. Donc il faut faire attention à la façon dont on se présente, ce que l'on dit et qui l'on est, parce que c'est une chose extrêmement sérieuse. C'est pas du folklore, c'est pas il y a des personnes qui pensent que on aura des plumes partout, etc. Mais c'est pas vrai non plus. On doit être incognito, discret. C'est le but d'un chaman, c'est de ne pas attirer justement, on va dire, le regard des autres, pour ne pas. C'est pas son intérêt de toute façon. C'est pas ce qu'il recherche. Et c'est vrai qu'un chaman. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui fait le bien. Si quelqu'un se dit chaman et ne fait pas des belles choses dans l'amour, c'est pas un chaman. Ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens emploient ce mot et font n'importe quoi aussi, sans prendre conscience de l'importance de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent et de comment ils se présentent. Bon, je déplore un peu ça, bien sûr, c'est une constatation, c'est comme ça. Après, c'est vrai que plus on en parle et plus on se fait connaître.
Il faut le reconnaître, hein, c'est important aussi. Donc, je pense que chacun est à sa place et joue son rôle. Et c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître, que le monde maintenant sait qu'on existe, parce qu'il y a encore quelques années, on nous diabolisait beaucoup. Donc, il arrive un moment où ces choses-là doivent s'arrêter pour faire place à quelque chose de bien plus beau, bien plus grand. Et quel est le souhait du chaman? Que souhaite-t-il faire sur cette vie? Alors vous nous l'avez expliqué, son souhait c'est d'accompagner et d'aider les différentes personnes, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une vocation, je crois que c'est par amour pour l'humanité, tout simplement. Je pense que c'est la vraie réponse. C'est vraiment dans le but d'élever les consciences et de changer ce monde, d'apporter notre petite pierre à l'édifice en espérant que ça ait un poids et que ça puisse apporter quelque chose à quelqu'un, au moins une personne dans ce monde. Et justement, est-ce que tout le monde peut aller voir un chaman? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu dans quel cas est-ce que, par exemple, vous avez des personnes qui viennent demander votre soutien, votre accompagnement? Oui, alors c'est vrai que le chaman pratique des soins chamaniques, hein, qui sont particuliers. Le chaman travaille sur l'aura, sur l'invisible. Et les soins qu'il pratique ont une incidence directe sur le physique. Par exemple, on pratique le nettoyage de l'aura, ce qu'on appelle tout simplement une extraction qui permet d'enlever dans l'aura des personnes, des entités, des formes pensées que la personne a accumulées tout au long de sa vie et qui se sont cristallisées dans son aura et au bout d'un moment, cette cristallisation devient de plus en plus noire et elle se transforme et devient une maladie comme un cancer ou des kystes ou des choses comme ça. Alors l'extraction, il y a un film qui en parle très très bien, c'est La Ligne Verte, avec Tom Hanks, où il y a ce grand bel homme métis, Mr. Coffee, qui lui a ce don de guérison. Et dans ce film, on évoque vraiment l'extraction, c'est le nettoyage de l'aura. Donc voyez-vous, il y a beaucoup de films, beaucoup de dessins animés, qui parlent de chamanisme, hein. C'est vraiment Alice au Pays des Merveilles, c'est l'un des premiers contes chamaniques qui nous a été raconté, hein. C'est comme une science hermétique, hein. Il faut deviner le message qu'il y a derrière. Et l'extraction permet à cette personne de se débarrasser de toutes ces choses noires qu'elle a accumulées ou qu'on lui a envoyées par différents moyens, de différentes façons. Ça crée une faille dans l'aura de la personne, l'entité rentre dans l'aura de la personne et commence à vivre dans cette aura, dans cette lumière et vampirise la personne. Donc le chaman intervient et avec les moyens qu'il a, les choses qu'il a apprises, eh bien il enlève toutes ces entités et ça permet justement aux personnes de ne pas tomber malades. En fait, si vous voulez, le chamanisme, c'est comme la médecine chinoise. On devrait soigner les gens avant qu'ils ne tombent malades. Et le chamanisme, c'est ça, voyez-vous. La médecine moderne, intervient quand c'est trop tard et fait ce qu'elle peut, bien sûr, hein. Le chaman, lui, va intervenir avant que la maladie ne se manifeste dans le corps physique de la personne. Est-ce que tout le monde a des failles dans son aura ? Oui, malheureusement. Et qu'est-ce qui fait qu'on a ces failles ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a ces failles ? Ça peut être, vous savez, des chagrins, la dévalorisation de soi-même, le deuil, un choc émotionnel, un accident.
physique, de voiture ou autre, voyez-vous, on peut tomber, se cogner, etc. L'aura se déplace, donc on se sent pas bien, il faut se rétablir, ça prend du temps. Et ces failles, des failles s'ouvrent dans l'aura de cette personne et en fait, dans l'astral, vous avez des entités et ces entités, elles sont là, elles sont pas méchantes, ce sont des esprits, ils cherchent pas à faire du mal, mais voilà, la porte est ouverte, ils rentrent, ils sont au chaud, ils restent là. La porte se referme et petit à petit, vous avez des gènes, des petites douleurs dans le corps, etc. Et là, vous pouvez vous dire que peut-être à l'intérieur de mon aura, il y a quelque chose qui me gêne, il faudrait peut-être l'enlever. Mais pas que. Il y a aussi des amérantes qui peuvent rentrer dans notre aura, c'est-à-dire vous pouvez avoir le décès d'une personne, de votre famille, et cette personne, cette âme errante, enfin ce n'est plus une personne, c'est une âme, une fois qu'elle est décédée, reste là, ou chez elle, ou près de sa famille, et elle essaie d'aider, parce que souvent de leur vivant, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire, et elle va essayer d'aider, mais en fait, ça provoque plus de mal que de bien, parce que finalement, la personne se sent lourde, toujours alourdie. Si le matin, vous vous réveillez et puis vous sentez que vous êtes lourd, souvent, vous avez une âme errante sur vous. Voyez-vous, donc on utilise, nous, des techniques chamaniques, comme le psychopompe, pour justement faire partir ces âmes dans la lumière. Et déjà, ce sont des soins qui sont apportés aux personnes et qui les soulagent énormément. Et par rapport à l'aura, je pense que ce serait pas mal que vous puissiez nous rappeler ce que c'est en fait. Qu'est-ce que c'est l'aura ? Alors l'aura, je vais vous donner un exemple qui va certainement vous faire comprendre plus facilement. Vous voyez la Terre et l'ozone, la couche d'ozone ? Oui. Eh bien l'ozone, c'est l'aura de la Terre. Voyez-vous, c'est une couche transparente qui la protège. Et on est exactement conçu de la même manière que notre mère la Terre. Pareil. Et bien merci pour ce rappel. Katou, donc après ce nettoyage, cette extraction, est-ce que il y a cette possibilité de recevoir encore ces négativités dans notre aura ? Alors en principe non, si vous faites attention à vous, si vous prenez soin de vous, en principe non. Mais bon, il est rare qu'on ne soit pas obligé de refaire ce genre de soins quelques années plus tard. Il y a comme une sorte de bouclier, quelque chose qui pourrait nous protéger ou pas ? Oui, déjà, vous savez, ce qui peut nous protéger, c'est déjà changer notre fonctionnement de pensée, éviter les idées négatives, les paroles négatives, vous savez, tous ces mots qui tuent les gens, qui nous tuent nous-mêmes quand on se dévalorise, éviter ce genre de choses et essayer de vivre le plus possible dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Déjà, c'est tout un travail qui n'est pas évident, bien sûr, mais qui peut éviter ce genre de choses, bien sûr. Alors nous allons poursuivre l'interview, mais juste avant, nous allons partager les informations vous concernant avec nos auditeurs pour qu'ils puissent vous retrouver après cette émission. Donc on fait une petite pause et prenez de quoi noter pour retrouver Katou après cette émission. C'est donc tout de suite la première page promotionnelle. Et ce soir sur Radio Ici et Maintenant, nous sommes en compagnie de Katou, chamane, guérisseuse et passeuse d'âme. Vous pouvez la retrouver après cette émission tout simplement en allant sur son site internet www.l'arbebleufrance.fr, l'arbebleufrance.fr, tout attaché, l'arbre
bleu-france.fr. Et puis vous avez toutes les informations sur les accompagnements et ce que propose Katou, et également la possibilité d'entrer en contact avec elle. Cela dit, je vous donne également l'adresse email pour vos demandes et questions. Vous pouvez adresser un email à l'adresse mail suivante, c'est donc larbrebleu.france@gmail.com. Également, si vous tapez sur un moteur de recherche Katou Chaman, vous tomberez directement sur son site internet qui est donc larbrebleu-france.fr, et Katou, ça s'écrit donc K-A-T-H OU. Donc je vous rappelle encore une fois le site www.larbrebleu-france.fr, l'adresse email larbrebleu.france@gmail.com, et puis donc sur un moteur de recherche Katou Chaman, et vous tombez sur le site et également sur ses interviews. Katou, ça s'écrit K-A-T-H-O-U. Et donc on va poursuivre et maintenant peut-être avoir plus d'informations grâce à vos explications sur le voyageur de l'astral. Katou, pouvez-vous nous en dire plus sur ce voyageur ? Oui, voilà, le chaman utilise le voyage astral pour pouvoir aller à la rencontre, justement. Il passe dans une autre dimension pour aller à la rencontre de ses esprits, d'aller rencontrer les esprits de la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses guides humains. Nous avons tous un guide humain, voire plusieurs guides humains. Ces guides animaux aussi, on a des animaux qui nous protègent. Ça peut être un cheval, un ours, un loup. Ce sont les animaux qui se cachaient sous notre lit quand on était petit, qui nous terrorisaient souvent. On n'avait pas d'explication, mais c'était nos protecteurs. Les dragons aussi, les dragons existent. Ils sont dans une autre dimension aussi. On peut aussi se connecter à eux. Et en fait, le chaman, lui, va partir dans une aventure pour aller rencontrer tous ces esprits-là. Alors, ça se passe comment ? On va se dire que c'est comme une méditation, mais à la différence de la méditation, on va lancer une intention de voyage, pour aller faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on fait toutes les nuits naturellement, quand on s'endort. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit une fois, expliqué. Et on sort par le sommet de son crâne et on a un fil d'Ariane. Et on rentre dans notre fil d'Ariane et ça fait comme une spirale, un vortex, un tunnel, voilà, aussi. Et puis, au bout d'un moment, on atterrit quelque part, voilà. Donc, c'est notre corps astral qui va se détacher de notre corps physique parce qu'on lui donne l'ordre, en fait, de le faire. Le corps astral, c'est comme un corps physique. Vous lui donnez un ordre, vous lui dites... retourne-toi, il va se retourner, allonge-toi, il va s'allonger, voyez-vous, donc il obéit à ce qu'on lui dit, en fait, ça fonctionne comme ça. Et ce corps astral va nous emmener dans un voyage où on va pouvoir expérimenter énormément de choses. Et en ce qui concerne les animaux de pouvoir, est-ce que chacun a son propre animal ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cela ? Oui, c'est vrai que chacun on a même beaucoup d'animaux, on n'en a pas qu'un, chacun a un rôle bien précis. Vous avez des animaux qui sont protecteurs, vous avez des animaux qui sont médecins. Alors médecins pour justement l'extraction dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le recouvrement d'âme, qui est aussi une autre guérison, soin que l'on pratique, qui est extraordinaire, qui change beaucoup de choses, qui soigne les dépressions nerveuses, etc., sans médicaments, sans juste suite à des chocs émotionnels. On a des pertes de qualité d'âme qui nous constituent, qui font notre personnalité. Et
ces chocs font que, tout à l'heure on a parlé de failles, c'est comme une faille, ils sortent de nous et ils volent au-dessus de nous, ces qualités d'âme volent au-dessus de nous. Donc le chaman, par le voyage chamanique, va aller récupérer des qualités d'âme qui nous forment, comme la joie, la paix, la beauté, la liberté, le bien-être, la lumière, enfin tout ce qui peut nous constituer. Le voyage sert à tout ça, aux soins, au bien-être de la personne, à notre propre bien-être aussi, parce qu'on en a besoin. On a besoin de se ressourcer régulièrement. Et le voyage astral sert justement à nous évader aussi. Mais on le fait sans substance. On n'est pas obligé de prendre des substances pour que ça arrive, en fait. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Ah oui, justement, puisque quand on parle de chamanisme, on pense souvent à des substances comme l'ayahuasca que vous avez cité au début de cette émission et l'état de transe, justement. Est-ce que cet état est indispensable ? Non, pas du tout. Non, l'état de transe, c'est quelque chose de particulier. Finalement, il y a très peu de gens qui rentrent en transe. C'est quelque chose qui est particulier à certaines personnes. Et c'est vrai que ça peut faire peur à beaucoup de gens, pensant que s'ils ne savent pas faire des transes, ils ne peuvent pas voyager. Et ça, c'est faux. On n'a pas besoin de faire des transes pour voyager, pour être un voyageur de l'astral ou pour être chaman. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est heureusement beaucoup plus simple, parce que sinon, ça pourrait décourager bien des personnes. Quand vous dites que c'est plus simple, c'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde ? Alors oui, c'est à la portée de pratiquement tout le monde. Il y a néanmoins une petite catégorie d'individus qui n'arrivent pas à voyager. Alors, ils sont victimes d'aphantasie, c'est-à-dire que ce sont des personnes souvent que quand ils ferment les yeux, ils n'ont pas d'image. Et comme ils n'ont pas d'image, ils ont beaucoup de mal à voyager aussi. Souvent, ça va ensemble. C'est pas quelque chose qui est encore très connu, c'est pas quelque chose qui est encore très développé, mais ça existe. On vient de le découvrir il y a pas très longtemps. Et malheureusement, ces personnes-là sont très frustrées parce que c'est sûr que quand vous revenez de voyage et que vous dites à quelqu'un, voilà, j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai vu des elfes, elles m'ont dit ça, elles sont comme ci, comme ça, bleu, rose, ce qui est vrai. Et l'autre personne qui est victime de la fantaisie n'a pas vu les mêmes choses et n'a même rien vu, c'est extrêmement frustrant pour elle. Oui, c'est très difficile. Donc c'est un petit peu le souci. Donc oui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à voyager. Après, ces personnes-là peuvent très bien rêver. Mais on ne sait pas pourquoi elles ne voyagent pas quand on leur demande de le faire ou quand elles ont l'intention de le faire. Donc on n'est pas obligé de prendre des substances pour faire... Mais cela dit, est-ce que vous en pensez quoi dans des personnes qui prennent ces substances ? Est-ce que cela, selon vous, permet tout de même d'avoir des visions ou quelque chose de différent de ce qu'on pourrait avoir sans prendre ces substances ? Alors, si vous voulez... Dans la méthode que j'utilise, qui est une méthode très très douce, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Par contre, avec les substances, l'ayahuasca ou d'autres choses, ce sont des plantes. Et quand vous demandez à la plante quelque chose, elle ne fait pas le tri. Elle vous donne ce que vous avez demandé. Donc si vous avez demandé quelque chose d'assez difficile, elle ne va pas considérer votre sensibilité. Elle vous donnera ce que vous avez demandé. Par contre, dans une méthode douce sans aucune substance, comme simplement au son du tambour, comme on pratique, vous allez faire une demande particulière. Les guides ne vous montreront jamais ils ne vont non plus jamais vous faire des choses que vous ne pourriez pas supporter. Vous voyez la différence, elle est énorme. Et c'est vrai qu'avec l'ayahuasca, beaucoup de jeunes personnes qui l'ont vécu sont revenues, pour certaines d'entre elles, détraquées parce qu'elles n'étaient pas préparées à ça, en fait. On doit préparer quelqu'un à quelque chose. Ça se fait pas... quand il y a des substances, il y a quand même des paramètres à respecter.
respectés, et ils ne le sont pas toujours. Donc et puis en plus c'est pas du tout adapté à nous. Nous les Occidentaux, on n'utilise pas ça. Donc c'est un peu violent pour nous. Tout à fait. C'est pour ça que personnellement, je préfère une méthode beaucoup plus douce. Alors, par rapport à cette méthode plus douce, dites-nous comment est-ce que vous vous y prenez ? Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des visions en méditant ? Voilà, si vous pouviez nous en dire plus justement par rapport à ça. Déjà, beaucoup de personnes méditent et ont des visions. Hein. Souvent, elles en parlent, elles ont vu des choses ou ont ressenti des choses dans leur corps, etc. Ensuite, si vous avez une intention bien précise, c'est justement l'intention que vous allez lancer qui fait que le voyage va se déclencher. Donc, on a la possibilité de voyager dans l'univers, dans le futur, dans le passé. Dans le présent, on y est déjà, mais on peut aussi le faire en se connectant avec les esprits de la nature, l'esprit des arbres, des fleurs, des plantes, des pierres. On peut aller communiquer avec tout ce qui a une conscience. Et aller chercher des renseignements et leur poser des questions, savoir qui ils sont, à quoi ils servent, quels conseils ils peuvent nous donner pour notre vie de tous les jours. Voyez-vous, essayer de nous améliorer pour nous rapprocher le plus possible de la mère nature, c'est fait pour ça, dans ce sens-là. Et est-ce que justement, vous proposez cet accompagnement pour les personnes qui seraient intéressées ? Oui, tout à fait. Sur mon site, vous avez des formations que je propose, tout à fait, oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer que un chaman, c'était avant tout un guérisseur. Et aussi, par rapport à la question, est-ce que tout le monde peut être chaman ? Vous nous avez expliqué que, bien, ce n'était pas faisable. Mais est-ce qu'on pourrait, cela dit, dire que tout le monde a cette capacité, cette possibilité d'être guérisseur ? Alors c'est une grande question. Hein. Tout dépend des guérisons, bien sûr. Il y a beaucoup de possibilités pour guérir. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ce genre de choses. On le voit dans la vie de tous les jours. Déjà, tout le monde n'est pas intéressé pour devenir chaman. Déjà ça. Ensuite, parmi ceux qui sont intéressés pour devenir chaman, comme je vous disais tout à l'heure, il y a malheureusement ceux qui n'arrivent pas à voyager. Donc c'est très compliqué pour eux. Par contre, ils peuvent très bien avoir le ressenti dans leur corps. Voyez-vous, ils peuvent avoir beaucoup de magnétisme, beaucoup de choses comme ça. Et ça fonctionne aussi, voyez-vous. Chacun est différent et chacun réagit différemment. Après, non, tout le monde ne peut pas justement devenir chaman. On ne peut pas dire ça, c'est pas vrai. C'est donner de l'espoir à des personnes qui... Bon, c'est dommage quoi, de dire ce genre de choses. Hein. Après, comment dire, vous avez beaucoup de gens qui pratiquent des soins sans être... véritablement chaman, et ça marche tout à fait bien aussi, voyez-vous, c'est pas obligatoire d'être chaman en fait, hein, pour soigner les gens. Tout dépend de vous, de votre aspiration, de ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous voulez, où vous voulez arriver, où vous voulez en venir avec votre vie, votre mission sur Terre, etc. Ça dépend des individus, on va dire, on peut pas généraliser, voilà. Eh bien, parlons de notre mission sur Terre. Est-ce qu'on a toutes et tous une mission sur cette Terre ? Ça aussi, c'est une question difficile. Écoutez, je pense que pas forcément, non. Je ne suis pas convaincue non plus de ça, de mon expérience, de très longue expérience de chamanisme et de vie et de soins. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir des missions. Il y a des personnes qui ont envie de juste être bien dans cette vie-là, un point c'est tout. Pourquoi les embêter avec tout ça ? Voyez-vous, il faut les respecter pour ce qu'ils sont aussi. Et ils ont des vies de repos. J'ai déjà posé la question plusieurs fois à mes guides et la réponse était toujours la même. Respecter les gens qui ont des vies de repos. Il y a des personnes qui sont dans l'action et il y a des personnes qui sont dans le repos. Comment est-ce qu'on peut savoir si on fait partie des personnes qui sont dans le repos ou qui ont une mission ? Parce que... on va dire que les personnes qui sont dans des vies de repos ne se posent pas trop de questions comme ça, justement. D'accord. Voyez-vous, ils ne se sentent pas concernés et on doit le respecter.
Peut-être que dans une autre vie, ils ont déjà fait ce parcours-là. Ils ont déjà fait tout ça, ils en ont fait le tour, ils ont compris et ils ont envie juste d'être bien et de se reposer et que ce soit doux pour eux et ça peut se comprendre. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'avoir une mission de vie ? Alors ça aussi, c'est une grande question. Une mission de vie, on a plus l'impression que c'est quelque chose qui doit servir aux autres. Mais une mission de vie, c'est aussi avant tout quelque chose qui doit nous servir à nous-mêmes. Je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance, de se sentir utile. On recherche tout ça dans notre vie. On s'ennuie parce que parfois on a l'impression de n'être personne et de ne servir à rien. On entend souvent ce discours. Et c'est vrai qu'on a besoin, beaucoup de personnes ont besoin d'être au service, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie d'un chemin de vie, mais je pense que tout le monde ne l'a pas, ce chemin de vie-là. Et est-ce que vous rencontrez souvent des personnes qui viennent vous voir, vous demander Katou, dis-nous quelle est notre mission, est-ce que vous pouvez les guider, puisque les personnes qui se posent ces questions-là, vous nous l'avez expliqué, sont des personnes qui ont sans doute peut-être une petite mission dans cette vie, non ? Oui, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais je ne me permets pas de leur répondre parce que j'estime que chaque individu sait qui il est et pourquoi il est là. Et quand on était petit, qu'on est arrivé au monde, si on se souvient exactement de ces premières années, beaucoup de personnes se souviennent ce pourquoi elles étaient là. Elles le disent, les enfants le disent, c'est juste que les adultes ne l'entendent pas. Et comme ils ne l'entendent pas, ça part dans les oubliettes. Après, l'enfant perd le contact avec sa spiritualité, avec son être profond et oublie qui il a été et pourquoi il est venu ici. Et parfois, ça se réveille des années plus tard. Moi, j'ai vu en consultation avoir des personnes me dire voilà, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie et pourtant je suis passée à côté de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc moi je leur réponds toujours regardez dans votre cœur, parce que c'est au fond de votre cœur que ça se cache vraiment. Mais c'est facile à dire ça, c'est très facile à dire pour quelqu'un qui cherche une réponse. Il y a un travail à faire sur soi-même. On va dire je pense qu'il faut enlever les couches d'oignon pour aller chercher le cœur de l'oignon, en fait, et aller voir ce qui s'y cache. Mais avant tout, il y a un travail à faire sur soi-même. Je pense sincèrement qu'avant de vouloir se mettre au service des autres, il faut déjà savoir qui on est, pourquoi on est là, et donc il y a un travail à faire sur soi-même, voyez-vous ? Et la réponse arrive justement quand on fait ce travail-là. Sur ce travail à faire sur soi-même, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications complémentaires ? Comment est-ce qu'on peut faire ce travail ? On peut le faire d'une façon chamanique à travers les voyages. Moi, c'est ce que j'enseigne. Après, vous pouvez aussi aller voir un médecin spécialiste, un psy, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui sait bien faire ces choses-là et qui peut vous guider pour apprendre, pour vous mettre sur la voie. Après, il y a plein d'autres méthodes. Ça peut être déjà se poser les actes, se mettre au service et aussi commencer. Il y a des personnes qui vont me dire, moi, j'ai besoin d'aider les autres. Vas-y, aide les autres, ça va t'ouvrir des portes. Et ensuite, une fois que les portes seront ouvertes, le chemin t'emmènera encore sur d'autres chemins, d'autres portes qui s'ouvriront. Et c'est une recherche de toute une vie, en fait. Et je pense qu'on peut faire le bilan de tout ça quand la vie s'est écoulée. Et c'est un peu tôt de dire quand on est jeune et qu'on vient d'arriver. Sauf aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui arrivent qui sont des grands maîtres quand même, il faut le reconnaître. Ils ont déjà tout en eux, ils donnent des leçons à leurs parents, à leur famille. On le constate beaucoup et de plus en plus, oui. Et donc, par rapport à ce que vous proposez pour guider et aider les personnes à s'améliorer sur ce travail à faire sur soi, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps est-ce que ça prend, comment ça se passe ? Ça serait intéressant, je pense, pour nos auditeurs. Oui.
On va dire que c'est un starter. Je dis toujours que ça va commencer quand tout sera fini, quand la formation sera finie. C'est là que tout commence, parce que c'est vrai que quand on fait un travail sur soi-même, ça peut prendre toute une vie. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des personnes sur lesquelles c'est plus rapide. Ça se fait immédiatement, et d'autres personnes, elles ont les réponses facilement, et d'autres personnes ont plus de difficultés à comprendre les messages des guides et de leur âme. Il faut savoir qu'on a des contrats d'âme aussi avec soi-même quand on vient, quand on arrive, quand on s'incarne. On a des contrats d'âme avec sa famille, avec ses amours, avec ses amis. On fait des couples avec plein de gens, avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues de travail, des couples spirituels, je veux dire. Et c'est vrai que c'est tout ce tourbillon qui détermine aussi qui on est et ce qu'on devrait faire. Toutes ces rencontres. Le souci, je pense, c'est qu'on n'est pas éduqué, en fait, au niveau spirituel. On est éduqué sur plein de choses, mais il y a une chose qu'on ne nous apprend pas, c'est la vraie spiritualité. C'est-à-dire, la vraie spiritualité, c'est qu'est-ce que j'ai exactement à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je pourrais en faire. Ça, on ne nous l'apprend pas. Il n'y a pas d'école qui existe pour ça. Moi, je dis toujours, l'école de l'amour, elle n'existe pas. C'est comme être parent, on se lève le matin, on devient parent, on a un enfant, et puis on ne sait pas comment faire avec ce petit être. Il n'y a pas d'école qui nous apprend non plus à s'occuper de nos enfants. Donc... C'est vrai que la spiritualité, on ne nous l'enseigne pas. Quand on est petit, on va à l'école, etc. Français, mathématiques, géographie, etc. Mais rien du tout sur la spiritualité. Et c'est au fur et à mesure du temps que les gens s'intéressent à la spiritualité, ce qui est bon quand même assez positif. Mis à part, comme on a vu au début de l'émission, les personnes qui grandissent dans une famille religieuse, etc. D'autres, préfèrent se connecter directement à ce que vous avez dit tout à l'heure, au divin, et s'intéresser à la spiritualité. Et donc, juste petit rappel pour nos auditeurs, on est sur Radio Ici et Maintenant, c'est le magazine Santé et Spiritualité. On parle du chamanisme et on est en compagnie de Katou, la chamane, et il nous reste bien sûr encore du temps pour voir et aborder d'autres sujets. Juste, une question aussi que je souhaitais vous poser, Katou, en ce moment, les personnes qui s'adressent à vous, est-ce qu'elles elles ont des demandes particulières? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un problème, une problématique qui revenait le plus souvent chez les personnes qui venaient vous consulter, ou bien non, il y a de tout? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes malheureuses, beaucoup de personnes malheureuses qui... c'est vrai qu'en apparence, on a tout, et en fait, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, finalement. C'est comme s'il y avait un bel édifice et que l'édifice était vide de tout, de meubles, de douceur, d'amour, de toutes ces choses qui nous manquent dans nos sociétés à nous, en tout cas. Je ne généralise pas, parce que c'est vrai qu'il y a certainement sur d'autres continents des personnes, des individus qui ne vivent pas ces choses-là. Et tant mieux pour elles. C'est vrai que chez nous, étant donné qu'on est individualiste, on a ce problème-là, c'est d'avoir une grande souffrance intérieure. Donc, beaucoup de gens recherchent le bien-être, juste aller un peu mieux. Et c'est vrai que ce sont les soins, en fait, qui vont leur apporter ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on pratique des extractions, mais on pratique aussi des recouvrements d'âme. Et les recouvrements d'âme, c'est un soin qui est absolument magique et qui permet à une personne dépressive de retrouver son bien-être intérieur et son équilibre. Et c'est vrai que les personnes qui s'adressent à des gens comme moi sont des personnes qui sont en quête de ce bien-être-là. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le recouvrement d'âme? Comment ça se passe? En combien de séances est-ce que ça se fait?
Alors, le recouvrement d'âme, alors déjà, il faut expliquer que tout au long de notre vie, nous avons des chocs émotionnels. Les chocs émotionnels, ça peut être un deuil, un déménagement, papa et maman qui se disputent, qui divorcent, à l'école, les petits copains, les petites copines, la maîtresse, le maître, enfin, la vie est violente, elle est dure, hein. Elle n'est pas douce, elle manque de douceur. Et en fait, on est choqué tout le temps. Les enfants, les adultes, on est déçus, on est trahis, on ressent toutes ces choses-là tout le temps, tout au long de la vie. Et chaque fois qu'on ressent ce genre de choses, ce sentiment-là, en fait, à l'intérieur de nous, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une porte qui s'ouvre dans notre aura, ça crée une faille, et on a des qualités d'âme qui s'échappent de nous-mêmes. Donc, ces qualités d'âme, ça peut être la joie, la beauté, le bien-être, l'appel à lumière, la compréhension, la vérité, l'innocence, enfin il y a tellement d'adjectifs positifs qui nous constituent. On pourrait prendre le dictionnaire et en faire une liste. Et en fait, ces qualités d'âme sortent par la porte et s'en vont. Ce qui fait qu'un mal-être s'installe à l'intérieur de nous et un jour, on se réveille et on se dit tiens, la vie a passé, on fait un bilan et on se dit avant j'étais plus spontanée, je faisais confiance aux gens plus facilement, j'étais plus joyeuse, j'étais plus gaie, je sentais le bien-être, j'avais envie de mordre la vie, enfin, voyez-vous, des choses comme ça. Et puis on se dit tiens, la vie a passé, j'ai vieilli. Et tout ça, c'est plus à l'intérieur de moi. Et parfois même, on accompagne cet état d'âme avec des gestes. On sent à l'intérieur, c'est vide, il me manque quelque chose, je sens que c'est autour de moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a des expressions aussi que l'on emploie pour exprimer ce mal-être. Et donc, le but, c'est d'aller rechercher ces qualités d'âme au moment où il y a eu ce choc émotionnel, les ramener à l'intérieur de la personne, et ils reviennent à la maison en fait, et la personne petit à petit retrouve son énergie, son bien-être intérieur, l'espoir, enfin tout ce qu'elle avait perdu. Et comme je dis toujours, on ne peut pas exprimer ce qui n'est pas à l'intérieur de nous, tout simplement. Et donc, est-ce que... donc là, on a vu que c'était surtout par rapport aux personnes qui avaient des difficultés et des douleurs psychiques. Cela dit, est-ce qu'on peut tout de même s'adresser à un chaman lorsqu'on a des douleurs physiques ? Alors oui, bien sûr que... On peut le faire. Souvent, les soins que l'on pratique, qui se pratiquent dans l'aura de la personne, ont une incidence dans le physique, oui. Après, si vous vous cassez une jambe, je ne pourrais pas vous réparer la jambe. D'accord. Ça, je ne sais pas le faire. Eh bien, merci. Il y a des médecins, c'est leur spécialité. Mais c'est vrai que vous étiez en train de... Enfin, vous nous expliquiez tout à l'heure que ce travail, justement, pouvait... c'était un travail préventif et ça a évité les douleurs qu'on peut avoir. Voilà. Donc, nous poursuivons l'émission. On va faire une petite pause et rappeler les informations vous concernant pour que les auditeurs donc puissent vous retrouver juste après cette émission. Prenez de quoi noter tout de suite, donc c'est la deuxième page promotionnelle. On est ce soir sur Radio Ici et Maintenant en compagnie de Katou, guérisseuse et passeuse d'âme, chamane. Katou, donc vous pouvez la retrouver sur son site internet. Sur son site internet, beaucoup d'explications sur son travail et également la possibilité d'entrer en contact avec elle. Je vous donne tout de suite le site internet, c'est www.l'arbrebleufrance.fr. C'est tout attaché, l'arbrebleufrance.fr. Vous pouvez également lui adresser un email à l'adresse mail suivante pour vos différentes questions et demandes. Donc l'adresse email, c'est l'arbrebleu.france@gmail.com. Vous pouvez aussi sur un moteur de recherche taper Katou, chaman, et donc vous avez
son site qui s'affiche. Katou, ça s'écrit K-A-T-H-O-U. Donc je vous rappelle les 3 informations. Le site internet www.l'arbrebleufrance.fr, l'adresse email l'arbrebleu.france@gmail.com, et évidemment donc sur un moteur de recherche, tout simplement vous tapez Katou Chaman, Katou K-A-T-H-O-U. Et donc déjà, on arrive à la dernière partie de l'émission, et peut-être que ce serait le bon moment de parler de notre dernière partie sur cette terre. Qu'est-ce qui se passe après? Donc je parle de la mort. C'est vrai que on a du mal à parler de la mort, c'est un peu tabou, mais peut-être que vous allez justement nous dire quelle est la vision du chamanisme sur la vie après la mort. Effectivement, nous croyons dans la vie après la mort, en la vie plutôt, après la mort. C'est vrai que, par expérience, pour le vivre très très souvent, lorsque l'on quitte notre corps charnel, la vie ne s'arrête pas. La vie continue parce que l'âme est éternelle. Et l'âme, c'est une énergie qui a été créée, on ne sait pas quand, comment, par qui, mais qui existe, qui nous constitue. Et cette âme est éternelle. Donc, une fois qu'on est mort, on continue à vivre. Et je dirais même une chose importante, je suis absolument convaincue, et ça n'engage que moi, bien sûr, ce que je dis, que de toute façon... excusez-moi... Donc je disais que la vie après la mort existe et que l'âme était éternelle, et que lorsque l'on quitte son corps charnel, on part et on passe de l'autre côté du miroir. Et je dirais même que donc la vie physique, cette vie, est une illusion, et que la vraie vie est de l'autre côté. Ça paraît paradoxal, mais c'est un fait, parce que de l'autre côté, quand on quitte son corps charnel, on n'a plus faim, plus froid, plus mal, on n'a plus de besoin. Et si on pense à quelque chose, à un endroit sur la terre, instantanément on s'y retrouve. Il y a aussi beaucoup d'âmes errantes qui ne veulent pas monter dans la lumière pour différentes raisons, hein, ça leur appartient. Et le chaman, lui, le rôle du chaman, c'est de les aider justement à partir dans la lumière. Pourquoi les aider absolument à partir dans la lumière? C'est parce que il y a un cycle de la réincarnation qui doit se faire, qui est important. Il est évident qu'une âme qui ne monte pas dans la lumière, qui n'est pas montée, ne peut pas se réincarner. On est obligé de, comme on dit, de monter, mais après, est-ce qu'on monte? Ça, c'est autre chose. Ce sont vous savez, l'univers spirituel est fait de couches comme comme la pâte feuilletée, vous savez, il y a des portes, il y a des couloirs, c'est un dédale en fait, hein, il faut savoir y pénétrer, s'y diriger, etc. et aller là où il faut aller. Et en fait, quand on dit monter dans la lumière, on a l'impression que cette âme monte, mais comme il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de passé, de futur, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, donc on va plutôt parler de cette pâte feuilletée qui est gonflée et par laquelle on peut passer. C'est un labyrinthe, et puis on trouve des portes, des couloirs, etc. Donc l'âme peut rester dans notre monde du milieu, aider souvent d'ailleurs sa famille, ses enfants, à réaliser des choses, à concrétiser des choses. Souvent, ils me disent, puisque moi je les rencontre souvent de l'autre côté, ils me disent oui, je veux rester avec mes enfants pour les aider, parce que de mon vivant, je ne pouvais pas le faire. Et maintenant que j'ai l'occasion de les aider, eh bien, j'ai envie vraiment du meilleur pour eux.
Et c'est à ce moment-là que le chaman doit quand même, le passeur d'âme intervient et doit expliquer à cette âme que ça ne sert à rien de rester ici, qu'elle ne fait que son rôle n'est pas vraiment d'être là, de rester là, et qu'elle peut même entraver la vie de sa famille, de ses enfants, etc. Donc nous, les passeurs d'âme, notre mission, c'est d'aider toutes ces âmes à monter. Alors, il y a des personnes qui disent va-t'en, monte dans la lumière, etc. Mais cette expression ne sert à rien du tout, parce que cette porte, entre guillemets, n'est pas toujours ouverte. Donc, quand la porte n'est pas ouverte, on ne peut pas passer, on va dire, dans le paradis. Hein, c'est pour donner l'image. Et c'est parce que c'est une demande, c'est la demande de l'âme qui fait que la porte s'ouvre et que l'âme peut monter dans la lumière, ou le passeur d'âme qui va aider cette âme à monter dans la lumière parce qu'il a des techniques pour le faire. Des techniques qui sont très simples et qui fonctionnent merveilleusement bien. Alors après, il est évident qu'il y a des âmes décédées qui ont des rôles à jouer. Hein, comment dire le passeur d'âme, c'est quelqu'un qui justement a cette mission. C'est une mission pour lui de faire ça. Hein, c'est vraiment son rôle. Il est né pour ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages d'enfants qui disent à leurs parents qu'ils voient les morts, qu'ils ne veulent pas aller se coucher la nuit parce que dans leur chambre il y a des morts, il y a des fantômes, et ils sont terrorisés. Donc voyez-vous, déjà si un enfant a ces visions-là petit, on peut considérer que c'est un passeur d'âme. Il a déjà appris certainement dans une autre vie à le faire. En tout cas, il est revenu, il s'est réincarné avec ce don. Et comment est-ce qu'on peut savoir si, par exemple, on a une âme qui est autour de nous et qu'on a besoin de la libérer, de l'envoyer vers la lumière? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est concerné par rapport à ça? Alors, il y a des personnes qui sont très sensibles et qui les ressentent. Elles ressentent un courant d'air froid, elles ressentent un frisson dans leur corps, elles ressentent une présence. Et ça, c'est un signe. Oui. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un mot magique que l'on peut utiliser, hein, qu'on peut même apprendre aux enfants tout petits. Comme je vous disais tout à l'heure, la porte n'est pas toujours ouverte. Donc, si on ne demande pas de l'aide, on ne peut pas monter dans la lumière, en fait. On reste coincé ici. Donc il y a une phrase qu'on peut même apprendre aux enfants et même aux adultes, hein, quand on sent une présence dans notre maison, on peut leur dire, voilà, je sais que vous êtes là, je peux vous aider, passez dans la lumière, appelez vos guides et vos ancêtres, et montez dans la lumière. Alors, appelez vos guides et vos ancêtres, c'est un petit peu la phrase magique, parce que à partir du moment où on prononce cette phrase, on demande de l'aide. Et c'est à ce moment-là que la porte peut s'ouvrir. Parce que la porte du paradis n'est pas toujours ouverte. Et justement, qu'est-ce qu'il y a après cette lumière? Est-ce le paradis? Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, je n'y suis pas allée dans cette vie-là, puisque je suis toujours vivante, pour moi. Mais j'en ai eu des visions. Voilà, j'en ai eu des visions, on m'a expliqué. Et en fait, lorsque l'on meurt, on va dans une maison de repos, en fait. C'est comme un hôpital spirituel où on se repose de notre vie physique. On se repose parce qu'on a eu des chagrins, des peines, parfois des maladies qui nous ont fait énormément souffrir. On a eu des incapacités de toutes sortes. Et cette maison de repos nous permet de vraiment récupérer, on va dire. Ensuite, c'est une convalescence. Hein. Ensuite, on sort de cet hôpital, on va dire, spirituel, et puis on va pouvoir pénétrer dans une ville qui est immense, avec des dômes magnifiques, et on retourne à l'école, on se retrouve tous ensemble, et on retrouve sa famille, qui n'est pas sa famille, hein, parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais nos parents ne sont pas nos parents, nos enfants ne sont pas nos enfants. Hein, ce sont des moyens que l'on a choisis pour s'incarner sur la Terre. Donc on retrouve les êtres que l'on a connus
ou pas, parce que certains sont déjà redescendus, se sont réincarnés, donc on ne les voit pas forcément, mais d'autres sont là, nous attendent et nous reçoivent. On se retrouve, on est heureux et on retourne à l'école, on travaille sur nous, on revoit notre vie, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les actes manqués, l'amour qu'on a donné, l'amour qu'on n'a pas donné, etc. Et puis on se regarde, ah tiens, là, c'est pas terrible ce que j'ai fait, ah là, c'est bien, voyez-vous, ce genre de choses. Et puis ensuite, eh bien, on travaille avec d'autres aussi, sur un plan, en se disant on pourrait peut-être se réincarner un jour ensemble et essayer de recommencer cette expérience pour l'améliorer, en fait, voyez-vous, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt positif, c'est peut-être pas forcément le paradis, mais c'est pas l'enfer non plus. Exactement. C'est sûr. On emploie le mot de paradis parce que c'est un code. Les mots sont des codes. Ça nous permet de nous comprendre entre nous. Après, le vrai nom, on ne le connaît pas. Il a certainement un autre nom, mais lequel, on ne sait pas. Et à quel moment cette âme est-elle prête pour se réincarner ? Alors c'est elle qui décide de ça. Personne ne nous oblige à nous réincarner. On lève le doigt et on se dit je suis prête et j'y vais. Je veux y aller maintenant. Je veux essayer de faire des choses et puis de vivre autrement ou de vivre ça parce que je dois réparer des choses que j'ai faites et qui n'étaient pas dans l'amour, etc. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont peur de mourir parce qu'elles pensent qu'elles vont être jugées. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas tout ça. On se juge à chaque instant dans notre vie, à travers nos pensées, nos actes, tout ce qu'on peut faire. On se juge soi-même en fait, on est notre pire ennemi de ce côté-là et c'est dommage. On n'a pas cette éducation parce que si on l'avait, on réagirait peut-être autrement dans nos vies, on vivrait d'autres choses et c'est vrai que c'est à partir peut-être de ce genre de comportement que le monde pourrait changer, justement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas éduqué, malheureusement. Et justement, par rapport à ce thème de la vie après la mort, est-ce que vous avez, je pense que vous avez des expériences intéressantes dont vous pouvez nous parler. Par exemple, on entend et on voit pas mal de témoignages de personnes ayant eu le EMI, d'expériences de mort imminente, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez personnellement eu des témoignages ou des expériences que vous avez envie de partager avec nous ? Alors, personnellement, non. Par contre, j'ai eu beaucoup de témoignages, oui. Beaucoup de personnes qui m'ont raconté leurs expériences, le tunnel, la lumière, les guides qui les attendent au bout du tunnel et qui leur disent, écoute, aujourd'hui, c'est peut-être pas l'heure, tu peux retourner, mais tu as le choix aussi, si tu veux nous rejoindre aussi, tu peux nous rejoindre. Oui, j'ai eu ce genre de témoignages, oui, bien sûr. Et donc, nous poursuivons l'émission et toujours sur Radio Ici et Maintenant, magazine Santé et Spiritualité en compagnie de Katou, la chamane. Vraiment extrêmement intéressant ces thèmes que nous avons abordés. Et puis, je pense que vous pouvez peut-être aussi nous dire... comment est-ce que ça se passe, votre mission en tant que passeuse d'âme? Est-ce que vous avez souvent des personnes qui font appel à votre aide, à votre accompagnement par rapport à ça? Oui, j'ai des personnes qui me contactent pour nettoyer leur maison parce qu'elles ont des âmes errantes dans leur maison. Il est vrai qu'elles n'arrivent pas à vendre leur maison parce que les visiteurs sentent des présences. Donc le passeur d'âme peut intervenir et c'est ce que je fais aussi à ce niveau-là. Je suis aussi, j'ai déjà été contactée à propos pour sortir des personnes du coma aussi. C'est quelque chose que je fais aisément, c'est un don que j'ai et ça marche très bien à condition que le corps soit encore viable, on va dire, que la personne qui revient dedans ne soit pas dans un corps handicapé et enfermé à vie. Je fais attention à ça. Mais je suis déjà intervenue plusieurs fois sur un enfant aussi en Algérie qui a eu un accident de moto et
C'était vraiment génial parce il m'a écouté, il m'a entendu et il a écouté mes consignes et il est sorti du coma et il est toujours vivant aujourd'hui. Donc voyez-vous, il y a des choses qu'on peut faire, nous les chamans, et comme je dis toujours, c'est vrai qu'on pourrait travailler avec la médecine de proches pour ce genre de choses ensemble et main dans la main parce qu'on a plein de choses à apporter, nous les guérisseurs comme les coupeurs de feu, et aujourd'hui on le voit dans les hôpitaux, aujourd'hui de plus en plus les coupeurs de feu sont sollicités, donc pourquoi pas les chamans. Il y a aussi les soins quantiques que je pratique, c'est-à-dire travailler sur, on va dire, œuvrer sur le plus petit dans le corps physique pour justement aider une personne à trouver sa guérison. Par exemple, ça peut être un cancer ou des choses comme ça, oui. Il y a plein de raisons, en tant que passeur d'âme, en tant que médecin spirituel, il y a tellement de choses à faire. Même si voilà, on a quand même grâce tout au long de l'émission compris et vu ensemble ce qu'était un chaman, mais pouvez-vous tout de même, puisqu'on arrive petit à petit vers la fin de l'émission et qu'on a peut-être des personnes qui viennent de prendre l'écoute en cours de route, nous dire que pouvons-nous attendre des soins chamaniques? Alors, une amélioration, c'est sûr. Arriver à la guérison, ce n'est pas que le chaman qui peut réussir ça, c'est aussi la personne qui est malade, son engagement vis-à-vis d'elle-même. On peut faire tellement de choses, tellement de possibilités. Le chaman, lui, il est là pour aider du mieux qu'il peut. C'est sa mission en fait, hein. C'est une mission, on est au service du divin. On va dire que c'est le divin qui agit à travers nous parce que sans lui on ne peut rien faire, hein. C'est une croyance. Ça ne vient pas que de nous, hein. C'est pas que le chaman qui fait ça, ce sont tous les esprits, notre relation avec le divin, s'il veut bien agir à travers nous, si la personne a envie de guérir. Il y a beaucoup de paramètres par rapport à ça. Peut-être qu'on peut revenir sur les soins quantiques et avoir plus d'informations par rapport au sujet. Par exemple, par quels moyens y arrivez-vous? Quels sont-ils? Je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs d'en savoir plus sur la question. Alors, les soins quantiques, ça se fait par le voyage, par la force de l'esprit du chaman, avec l'autorisation d'une personne, bien sûr. On ne travaille jamais, on n'œuvre jamais sans l'autorisation d'une personne. Et les soins quantiques, justement, le but, c'est d'aller chercher le pourquoi de la maladie, avant toute chose, avant d'agir. C'est de se mettre en contact avec la maladie elle-même, d'aller lui parler. Voyez-vous, par exemple, vous pouvez avoir 10 personnes qui ont un cancer du sein, mais aucune d'entre elles n'aura la même raison d'avoir ce cancer. Il peut y avoir, bien sûr qu'il y a des livres qui peuvent nous aider à comprendre des choses, mais tout n'est pas dedans, parce que nous sommes tous uniques et tous particuliers. Nous n'avons pas tous la même énergie, nous n'avons pas tous les mêmes expériences, la même façon de voir les choses, la même éducation et les mêmes croyances, et tout ça, on doit le considérer. Et le but, c'est d'aller chercher dans les soins quantiques, de parler par exemple à un cancer. Moi, c'est ce que je fais. Je vais parler au cancer et je lui demande pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Et là, le cancer me parle. Et il me dit, voilà, je suis là parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est une information que je peux ensuite transmettre à la personne malade et ça lui permet de travailler sur elle. Et à partir du moment où elle sait d'où vient ce souci qu'elle a rencontré dans sa vie, eh bien, elle peut remonter le fil, défaire les nœuds, et elle peut même se guérir elle-même, voyez-vous. Donc ça, c'est quand même très important. Il faut savoir que les maladies sont vivantes. Ce ne sont pas des choses inertes.
Par exemple, un cancer, j'ai rencontré, c'est curieux de dire ça, mais j'ai rencontré des cancers qui formaient des berceaux dans le corps des gens et qui faisaient des petits cancers, leurs bébés. Ils ont des sentiments. C'est assez curieux de le dire, et c'est une réalité. Et pourquoi ils font ça ? Ils l'expliquent, ils le disent. Et ça concerne cette personne-là. Et ça ne veut pas dire que ça concerne une autre personne, voyez-vous ? Parce qu'on est tous différents, tous uniques, et on a tous des problèmes différents, des expériences différentes. Donc on crée nous-mêmes, on ouvre la porte en fait. On s'en aperçoit pas, mais on ouvre la porte à ces choses-là. Et malheureusement, c'est sûr qu'une fois que cette entité est à l'intérieur de vous, c'est compliqué de le faire sortir. Donc parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Parfois que ça fonctionne à moitié, il n'y a pas de miracle, il y a aussi un engagement de la personne qui est malade. Voyez-vous ? Et c'est ça aussi ce que j'aime dans ce que je fais, parce que la personne n'est pas... elle est engagée, elle doit s'engager vis-à-vis d'elle-même. Et s'aimer un peu plus, justement, pour atteindre la guérison, pour arriver à comprendre qui elle est, pourquoi elle a créé ça, et pourquoi ça vit dans elle, et comment faire pour l'enlever. Après, une fois que la personne a pu travailler sur elle-même, on peut agir, et j'attends pas, personnellement, je le fais. Mais c'est vrai que ça a des résultats, ça peut... souvent, ça s'améliore beaucoup. Ça n'a pas toujours marché. C'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de miracle. Il y a aussi un engagement personnel. Et Katou, justement, par rapport à ces soins et ces accompagnements que vous proposez, est-ce que vous utilisez des supports ? Est-ce que vous utilisez par exemple des pierres ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi par rapport à ça ? Ah oui, alors non. Je travaille uniquement avec la force de mon esprit. C'est uniquement ça. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquement tous faire. On a tous ce don-là. C'est juste qu'on ne le sait pas. On n'est pas éduqué pour ça, mais on a tous ce pouvoir-là, où beaucoup de gens l'ont. En ce qui concerne les pierres, les pierres soignent aussi bien qu'un médicament. Il faut savoir les utiliser, et on n'est pas obligé de piller la terre-mère comme ce qui se fait actuellement. Malheureusement, on pille notre mère de ses trésors pour aller chercher des pierres semi-précieuses qui fonctionnent. Mais toutes les pierres fonctionnent. Personnellement, j'enseigne à se soigner avec des pierres trouvées dans la rue, dans la nature. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Donc on n'a pas besoin d'aller creuser, d'aller retourner les sols, faire des carrières, des trous, et d'endommager notre mère pour aller chercher des pierres. Les pierres sont partout autour de nous, il suffit de se pencher, de les ramasser et de savoir les utiliser, c'est tout. Bien sûr que c'est moins joli, moins prestigieux, moins brillant, moins cher aussi, parce que c'est gratuit, voyez-vous. Oui. Mais c'est vrai que ça me choque beaucoup. Je dois le reconnaître, parce que l'énergie de la Terre est dans chaque chose, dans cette nature. Elle n'est pas que dans une chose, elle est partout. Donc il faut savoir juste le voir, le reconnaître et l'utiliser. Absolument. Alors, on a parlé aussi du divin, de l'univers, de Dieu, enfin on peut l'appeler comme on veut. Quelle est votre relation, Katou, avec ce divin ? Alors moi je l'appelle mon Père Céleste. Mon Père Céleste, j'ai une relation particulière avec lui, comme toutes les personnes qui communiquent en direct avec lui. Parce qu'un jour il m'a expliqué, il m'a beaucoup parlé, et il m'a expliqué, c'est une énergie masculine, hein, avant tout. Il faut quand même le savoir, et cette énergie m'a parlé en me disant qu'en fait qu'il était amour, et qu'il nous aimait tous tels que nous sommes, sans distinction de couleur, de race, de religion, que nous sommes tous ses enfants, et que la seule chose qu'il veut pour nous, c'est l'amour. Et il nous a donné la terre, et on doit en prendre soin, on doit la bénir, on doit la respecter, on doit vraiment l'aimer du plus profond de nous-mêmes, parce que elle est sa création, et qu'elle nous a été donnée gratuitement, et que
Et la moindre des choses, c'est de prendre soin d'elle. C'est son message toujours. Et c'est vrai qu'il est peiné de voir ses enfants se conduire comme des enfants gâtés, souvent, sans conscience. Et c'est dommage, parce que notre terre pourrait être un paradis terrestre si on comprenait comment tout ça fonctionne et si on était éduqué, encore une fois. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour nous dire, en tout cas pour les personnes qui y croient, comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec le divin, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut. Oui, bien sûr, c'est un mot, oui. C'est un code, les mots sont des codes, après chacun l'utilise, voilà. Un jour il m'a dit une chose, cette énergie m'a dit une chose, la source m'a dit, dis à mes enfants qu'ils peuvent me parler directement, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'était très juste en fait. Il est dans chacun d'entre nous, il s'exprime à travers chacun d'entre nous. Et il m'a dit que si ce monde était malade, c'est qu'on avait perdu cette connexion. Et qu'il fallait retrouver cette connexion, que ce soit par la nature, peu importe, ou en direct, comme il le demande et comme il le souhaiterait. Et c'est à nous de retrouver ce lien avec cette énergie qu'on appelle comme on veut, Dieu, le divin, la source, le Père, la Mère, le Père-Mère, peu importe. Hein, ce qui compte, ce sont nos intentions. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à nos intentions. C'est ce qui détermine notre vie, nos relations. Il m'a dit aussi que un jour, que sa création était une énorme symphonie et que chaque être vivant, chaque être qu'il a créé avait une conscience et était sur une note de musique, une note, et que chacun d'entre nous vibre avec un son, que ce soit les humains, que ce soit les pierres, que ce soit les fleurs. Et c'est très beau. C'est très beau comme ce que vous nous dites pour la fin de l'émission en plus, puisqu'on arrive petit à petit vers la fin de cette émission sur radio Ici et Maintenant. On était en compagnie de Katou et c'est quelques minutes qu'il nous reste. Peut-être avez-vous envie de rajouter un dernier mot, une petite conclusion, Katou? Oui, merci, je suis un peu émue. Je comprends. Pardon. Parce que je pense que chacun doit trouver dans son cœur sa vérité. Chacun doit trouver son chemin. Et si je devais me permettre de vous donner un conseil, priez beaucoup. C'est très important. La prière va vous connecter à votre divinité, à la source. Priez comme vous voulez, mettez les mots que vous voulez dans vos prières, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, ce sont vos intentions et la connexion se fera. Nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous issus de la source et nous devons nous soutenir, nous devons nous aimer, nous devons nous donner la main et chanter la vie, chanter la mère, chanter le père et chanter qui nous sommes. Voilà, je pense que c'est... Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Juste avant de se dire au revoir, je vais rappeler les informations vous concernant pour que nos auditeurs puissent vous retrouver après cette émission. Donc, prenez de quoi noter. Tout de suite, nous abordons la dernière page promotionnelle. Ce soir, on était avec Katou, la chamane, guérisseuse, passeuse d'âme. Vous pouvez la retrouver sur son site internet avec beaucoup d'informations la concernant. Cette possibilité d'entrer en contact avec elle en cliquant tout simplement sur le bouton contact sur le site l'arbrebleufrance.fr, l'arbrebleufrance.fr, donc www.l'arbrebleufrance.fr, et c'est tout attaché. Vous pouvez également lui adresser un email à l'adresse mail suivante, l'arbrebleufrance@gmail.com. Alors l'arbrebleu.france
France. Voilà, il y a un point entre l'Arbre Bleu et France. Et sur un moteur de recherche, si vous tapez tout simplement Katou Shaman, vous avez ses coordonnées, son site internet en tout cas. Donc Katou, ça s'écrit K-A-T-H-O-U. Encore une fois, merci Katou pour votre présence et pour toutes ces choses que vous avez partagées avec nous. C'était vraiment magnifique. J'ai vraiment apprécié en tout cas tout ce que vous avez dit et je pense que les auditeurs aussi. Merci à vous Morgane de m'avoir invitée. J'ai été très heureuse de pouvoir partager avec vous toutes ces choses et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais voilà, ce sera pour une autre fois. En tout cas, merci aussi à vous et prenez bien soin de vous surtout. Merci, avec plaisir pour une autre fois puisqu'en effet, il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder ensemble. Et merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute et pour leur fidélité. Et donc, c'est la fin de cette émission, mais ce n'est pas la fin des programmes puisque vous pouvez à présent poursuivre l'écoute de votre radio sur le site icietmaintenant.com ou bien sur les applications radio pour smartphone et également sur le canal 9A de la RNT. Excellente soirée à toutes et à tous et encore une fois merci Katou, à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.